doit être à 40 ans de libéralisme dans l'hôpital, hein. Et à un moment, ça commence à taper sec, hein, dans les moyens donnés, et cetera. Donc on le voit, hein, ça fuit de tous les côtés. C'est pas juste le centre d'accueil et de crise. Le centre d'accueil et de crise, je trouve que c'est un truc intéressant parce que c'est vraiment un cadre d'un modèle qui montre une fois qu'on le détruit, c'est un très mauvais présage, quoi. Moi, je m'appelle, Benjamin Gavrois, je suis, infirmier, membre du collectif de défense du centre d'accueil et de crise Ginette Amado, et représentant du personnel, CGT. L'unité dans laquelle je travaille, du coup, le centre d'accueil et de crise, c'est une petite unité psychiatrique qui fait partie de ce qu'on appelle un centre d'accueil et de crise dans un secteur. La psychiatrie, c'est découpé en secteurs et donc en fonction de votre lieu d'habitation, vous êtes, pris en charge par un secteur de psychiatrie. Pendant des années, on a essayé de désaliéner la psychiatrie, en tout cas ça, des médecins comme le docteur Ginette Amado, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'elle faisait, vider l'asile des patients. Et du coup, en créant les premiers CAC en 1978 à Champigny-sur-Marne, puis en 1981 à Paris, le premier CAC parisien, l'idée c'était de vider l'hôpital, l'asile, à l'époque, de ses patients. Ce mouvement de désaliénation, il s'est fait dans un cadre justement de la construction du secteur en psychiatrie. Donc, du fait que les gens puissent avoir accès à des soins au plus proche de chez eux. En fait, on est un peu en train de revenir en arrière là, en ce moment. En supprimant un centre d'accueil et de crise, c'est un peu ce qu'on fait. En fusionnant les secteurs les uns avec les autres dans des pôles, ce qui est un peu ce qui est en train de se faire depuis quelque temps maintenant, c'est ce qu'on fait. On revient en arrière vers, l'asile. Je voulais juste dire pour terminer sur le centre d'accueil et de crise, du coup, c'est des petites unités psychiatriques et malheureusement, il y en a pas eu beaucoup de faites. Tu vois, on compte environ 800 secteurs et on compte moins de 80 centres d'accueil et de crise, ce qui veut dire moins de 10 d'unités qui ont été faites dans cette optique-là. Alors, un centre d'accueil et de crise, c'est comme je disais, c'est une petite unité psychiatrique, mais qui a l'intelligence et la capacité d'être très modulable, de permettre un accueil inconditionnel à un patient qui se définirait en crise, sur son secteur de psychiatrie, donc en fonction du lieu d'habitation, c'est ce que je disais au début. Là, le centre accueil et crise Ginette Amado, c'est maintenant pour le 5e, 6e et 7e arrondissement de Paris. Donc des arrondissements, encore une fois, qui peuvent être qualifiés comme plutôt privilégiés. Enfin, si on a quand même besoin autant de le défendre, ce modèle, c'est parce que c'est un modèle. Du coup, il permet de faire plusieurs choses. Un centre d'accueil de crise, ça permet d'accueillir des gens à temps plein dans des lits d'hospitalisation de courte durée. Alors nous, on appelle ça des accueils à temps plein plutôt que des hospitalisations. Pourquoi? Parce que les hospitalisations, elles sont relativement courtes. L'idée derrière, c'est de permettre des patients, pas forcément d'être hospitalisés en première intention, mais de pouvoir l'être s'il y a un problème, puis ensuite de pouvoir moduler très rapidement. Est-ce que je peux vous accueillir le lendemain? Est-ce qu'on peut changer les traitements? Est-ce qu'on peut en mettre? Est-ce qu'il faut en mettre? Je vais vous donner un exemple de parcours patient. Une patiente pourrait arriver suite à une tentative de suicide. Elle aurait pris des médicaments, elle passe par un service d'accueil d'urgence. Le service d'accueil d'urgence nous l'oriente et nous, on peut dire: «Tu es ici une nuit, on réévalue demain», en lui donnant, par exemple, un traitement pour, s'apaiser ou pour mieux dormir parce qu'elle n'arrive plus à dormir depuis, je sais pas, quelques jours et cetera, ce qui aurait pu être à l'origine de la tentative de. Donc la patiente, le lendemain pourrait me dire, ou pourrait dire: «Je me sens quand même, un peu mieux, j'aimerais retourner chez moi, mais je suis inquiète à l'idée de retourner chez moi». Du coup, on pourrait se dire: «Vous essayez avec un traitement, plus éventuellement ce qu'on pourrait appeler des si besoin en traitement ou la possibilité de nous appeler ou de revenir tout de suite si ça allait vraiment pas ou d'un coup il y a des qui reviennent de manière beaucoup plus franche». Ouais, elle pourrait repasser une nuit cette fois à l'extérieur et ensuite revenir au centre d'accueil de crise le lendemain, refaire un entretien et là pareil, on pourrait de nouveau avoir la possibilité de soit hospitaliser si besoin ou pas hospitaliser parce qu'on a finalement moins besoin, et cetera, et cetera. En gros, c'est une unité dans laquelle on peut s'adapter très rapidement et accueillir la crise et s'adapter en fonction des difficultés de la personne en étant le plus ouvert aux possibilités. Si y a une hospitalisation, c'est moins anxiogène que d'être hospitalisé dans, je sais pas, un pavillon avec une vingtaine de lits et des patients qui peuvent être très malades sur le plan psychiatrique. C'est aussi un moyen de prendre en charge des situations rapidement et sans forcément les mettre dans le moule de la psychiatrie générale. Ça peut être anxiogène, j'entends en soi, hein, pas parce qu'il est mauvais ou néfaste, mais enfin, il est nécessaire aussi, il y en a besoin, mais on peut considérer que ça peut ne pas aider dans certaines situations. Alors, je vais pas faire toute l'histoire, mais en gros, en 81, le centre il est ouvert, il apparaît, c'est un des premiers du genre.
qui va fonctionner, jusque correctement, en structure extra-hospitalière, rue Garancière en l'occurrence, dans le 5e, arrondissement ou le 6e, je sais plus, j'ai un trou de mémoire là tout de suite. Il va déménager dans un contexte de travaux de désamiantage dans l'hôpital. Normalement, ces travaux, ils devaient être temporaires, le temps des désamiantages et ensuite on devait retourner, rue, Garancière. Malheureusement, on apprend il y a 1 an, en juin 2025, que l'unité, ne va pas retourner, rue Garancière avec ses mêmes, possibilités, son même fonctionnement. On nous dit: «Il ne va plus y avoir, de lit d'hospitalisation. Ce sera, une unité mobile du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures», ce qui est un peu, un choc, puisqu'il avait démontré son efficacité et son utilité depuis, maintenant 45 ans. Donc l'unité, hein, enfin le personnel et les, patients sont un peu, choqués. À partir de là, on essaie de lutter pour que, le CAC ne ferme pas, sous ce modèle-là et ne devienne pas une unité purement ambulatoire, mais puisse continuer de fonctionner comme, il a pu fonctionner pendant des années. Du coup, là, se sont enchaînées les difficultés, les unes après les autres, les échanges, un peu difficiles avec la direction. Donc, d'un côté, il y a la direction de l'hôpital avec les médecins, la CME qui, souhaite, la modification, pour nous c'est une fermeture déguisée, la modification de l'unité et de l'autre côté, le personnel et les organisations syndicales qui vont voter à l'unanimité aussi, contre la fermeture du centre d'accueil et de crise. Et ce, après, un soutien, qui va se faire avec, les nombreux politiques qui vont intervenir, hein, les maires des 5e, 6e d'abord, puis ensuite des sénateurs, écologistes dans un premier temps, puis, communistes, députés, LFI. Ils ont été nombreux à venir, nous rencontrer. Ça avait commencé aussi, sur un rapport parlementaire qui avait été fait, en 2023 par Dubré, Chirat et Rousseau sur les urgences psychiatriques. Madame Rousseau ensuite a essayé aussi de nous défendre, puisqu'elle avait, conclu dans son rapport parlementaire que c'était d'un intérêt, cohérent. Donc je sais plus, c'est la solution numéro 7 de mémoire de ce rapport parlementaire qui disait qu'il faudrait mettre en place des centres d'accueil et de crise sur tous les secteurs de psychiatrie. Là, il y a quelques semaines, la mairie de Paris qui était montée au créneau a essayé de, nous, protéger, en demandant à ce que soit fait, une étude médico-économique pour, empêcher la fermeture du centre d'accueil sans qu'il y ait une vraie justification. Cette étude médico-économique, elle est demandée. Elle sera en tout cas dirigée par le CNEH, un organisme qui s'appelle la Commission nationale des experts hospitaliers, quelque chose comme ça, je crois, qui va être fait sans appel d'offres en 8 jours par 2 personnes. Cet organisme, le GHU, en est adhérent, il faut le savoir quand même. Le GHU étant l'hôpital dont dépend le centre d'accueil et de crise. La fusion de plusieurs hôpitaux parisiens, dont Sainte-Anne. Pareil, je parlais tout à l'heure du mouvement de désaliénation qui se réaliène. On faisait d'immenses hôpitaux. Ce CNEH va conclure, non pas son étude sur ce qu'était à la demande de la mairie de Paris, à savoir une étude médico-économique sur les centres d'accueil et de crise et le centre d'accueil et de crise en particulier, le centre d'accueil et de crise Amado, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu d'études qui ont été faites sur les sujets des centres d'accueil. Enfin, c'est quelque chose qu'on pouvait soutenir dans l'idée parce que c'était hyper intéressant de pouvoir proposer quelque chose qui n'a jamais été fait et qui pouvait enfin démontrer peut-être au-delà du cadre de ce qu'on ressent de manière empirique dans son travail, une efficacité réelle. Même s'il y avait eu quelques chiffres qui étaient un peu sortis, par exemple sur les SAU alentours. Les SAU, c'est les services d'accueil d'urgence. Les SAU alentours, ils se retrouvent mécaniquement avec 50% de patients dits psychiatriques en moins quand il y a un centre d'accueil et de crise. Il y a aussi pour ça qu'on a eu pas mal de soutien des urgentistes, hein. Je les ai pas cités tout à l'heure, mais Patrick Pelou ou Christophe Prudhomme sont venus à différentes mobilisations qu'on a pu faire, justement portant soutien, ne voulant pas que ferment des centres d'accueil et de crise parce que du coup, les urgences étant déjà extrêmement saturées, ça allait rajouter de l'eau au moulin de la saturation. Donc voilà, cette étude du CNEH se fait et malheureusement se terminera se fera en 8 jours sans rencontrer de patients. Donc ce qui est aussi un peu dommage parce qu'ils font un truc très chiffre malheureusement pour nous, ne pas rencontrer des patients en psychiatrie, c'est vraiment une erreur assez lourde parce que la qualité des soins passe aussi par la qualité de la relation humaine, en psychiatrie en particulier. Enfin, je veux dire, c'est un peu le cœur du truc. Et là, il a même pas été pris en considération. Ils ont conclu, donc le CNEH a conclu que le projet de fermeture, enfin,
ce que moi je vais appeler le projet de fermeture du centre d'accueil et de crise ou le projet de modification, des missions du centre d'accueil et de crise comme l'appellera la direction, fera qu'il faudra fermer l'unité, le 10 juillet, donc dans moins de 2 semaines. Là, ils vont fermer en disant que, on n'a pas assez de médecins, que c'est, trop compliqué à maintenir en place avec la période estivale. À mon avis, ils ferment plutôt l'été en profitant de cet aspect un peu, inertie de l'été, quoi. Et puis aussi terre un peu un feu, qui commençait à être vivace parce que autant le CAC s'était mis en lutte depuis 1 an, mais récemment, il y avait aussi le CPOA avec qui on était, ensemble dans les luttes et ça commençait à faire beaucoup. La direction, elle avait aussi à volonté là d'aller vite, d'empêcher que ça prenne trop d'ampleur parce qu'il y a quelques articles de médias aussi qui sont sortis, ces derniers temps. Les psychiatres eux-mêmes, qui parlaient avec leurs différents syndicats, là, ils se syndiquent pas avec les autres, hein, avec leurs syndicats, qui proposaient des mouvements sociaux, devant les annonces de la ministre autour du 15 septembre. Bon, la CGT s'y associe aussi, hein, mais je pense que du coup, si ça commençait enfin, je pense que pour le GHU, il fallait que ça s'achève avant toute cette période-là, quoi. On n'est plus du tout dans le même rapport à la fois aux soins, au fait de la connaissance des patients, et cetera. Parce que l'intérêt de la sectorisation, juste faire un petit point sur ce truc-là, pourquoi est-ce qu'on disait la sectorisation et pourquoi je te parle de ça? Pourquoi c'est intéressant? Que ça permet aussi de créer du lien avec les patients. Quand tu commences à prendre en charge des patients qui ont des problématiques en psychiatrie qui peuvent être assez chroniques, tu vois, dans l'ordre de la dépression, des troubles bipolaires ou des troubles plutôt psychotiques, tu as souvent des moments où on peut avoir des formes de rechute ou des difficultés qui font que ça te ramener à retourner dans les soins à plusieurs reprises. Et en fait, le secteur, il a l'avantage de permettre de répondre à cette problématique-là. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de recommencer à chaque fois toujours, tu sais, des explications ou repartir de zéro s'il y a des difficultés. Et du coup, nous, on est un peu embêtés parce que derrière, effectivement, la fermeture du centre d'accueil et de crise, c'est pour le reste de la population. Enfin, déjà, il y a le modèle dont je te parlais qui va devoir disparaître, enfin, qui va disparaître. C'est un très mauvais signe, en tout cas, d'en supprimer un des derniers ou un des seuls. Ce qui est aussi terrible, c'est de voir les parcours qui vont se complexifier pour les gens. C'est-à-dire qu'ils vont passer de plus en plus par ce que nous on appelle parcours complexes, tu vois. Ils vont passer par un SAU, puis ensuite peut-être par le CPOA, puis ensuite ils pourront peut-être être hospitalisés, pas forcément sur leur secteur, parce que tu sais, maintenant, comme on supprime aussi ce genre d'unité, permettent de prendre en charge les patients plus rapidement, etc. Bah, du coup, et qu'il y a beaucoup de besoins en psychiatrie et pas assez de lits, bah, parfois les unités sur lesquelles les gens sont censés aller n'ont pas de place. Du coup, de temps en temps, ils sont envoyés loin de leur endroit où ils sont censés être pris en charge. Un parcours qui peut pouvoir faire parfois, je sais pas, 4, 5 voyages en ambulance vers d'abord un SAU, puis peut-être le CPOA, puis peut-être l'unité d'hospitalisation qui sera pas la bonne, puis ensuite peut-être sur ton unité d'hospitalisation. Et du coup, tu auras passé, je sais pas moi, peut-être 2 semaines de perdu, alors qu'un centre d'accueil et de crise aurait pu s'occuper, entre guillemets, relativement rapidement de la situation. Quand je dis relativement rapidement, c'est pas forcément dans un sens de la volonté d'être productif, quoi, tu vois, mais d'être, en tout cas, de répondre de manière humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi dans les centres d'accueil et de crise. On n'est pas dans la volonté, tu sais, qu'on retrouve de plus en plus maintenant ces dernières années du côté très diagnostic, de l'expertise, et cetera. Les centres d'accueil et de crise, c'est beaucoup plus vraiment des relations qui se font des soins qui se font dans la durée, dans le soin humain. Ce que je disais pas et qui je trouve quand même à son importance, un centre d'accueil et de crise, ça ne fait pas de contention. On ne fait pas de contention, nous. La contention mécanique, tu sais, ce fait d'attacher les gens, et cetera. Ça faisait partie des choses que le docteur Amado, quand elle a mis en place les centres d'accueil et de crise, trouvait complètement aberrant. Ça aussi, complètement aberrant. Attacher des gens, ça n'a pas de sens. Je vois pas comment est-ce que tu vas soigner quelqu'un en l'attachant. J'ai la chance d'avoir travaillé pendant maintenant plus de 10 ans dans une unité où on se l'est interdit et pour le coup, à juste titre, hein. C'est-à-dire que moi, je pense pas être spécialement un type, formidable à la base. Juste comme le disait notre ancien chef de service, on n'est pas plus malin que les autres. Si on avait les moyens de contentionner ou d'attacher les gens, on le ferait probablement.
et en fait, moi, ce qui m'a appris à ne pas le faire, c'est justement juste tout simplement le fait on nous ait retiré l'outil, quoi. On n'avait pas cet outil-là et du coup, il fallait forcément apprendre à faire différemment. Mais ça demande des moyens humains, en fait, hein. Parce qu'à l'époque où elle a ouvert le centre d'accueil et de crise, le docteur Amado, elle a fait, avec les mêmes moyens, quoi. Et c'était un moyen constant. C'est des dérives classiques d'un système, capitaliste qui décide de rationaliser tous les gestes, les actes. Il y a eu la T2A qui s'applique aussi en psychiatrie. Tu as tous ces éléments-là qui rentrent en considération. La volonté de mettre en avant aussi parfois un aspect un peu scientiste des soins avec les attaques des trucs un peu psychanalytiques, etc. Tu vois, de manière un peu frontale, pour pouvoir dire derrière, non, mais tout ce qui n'est pas complètement rationnel sur les chiffres, les nombres, les machins, les trucs, doit être éliminé. Parce que de toute façon, on n'a pas les moyens d'investir, blablabla. Donc, on doit être à 40 ans de libéralisme dans l'hôpital, hein. Ça commence à taper sec, hein, dans les moyens donnés, etc. Donc, on le voit, hein, ça fuit de tous les côtés. Là, il y a quelques politiques qui vont encore essayer de rencontrer la direction de l'hôpital, des sénateurs, les maires locaux, Berthoud, Lecoq, les sénateurs et des députés qui la rencontrent cette semaine pour essayer de la faire à ne pas aller dans le sens de la fermeture. Ça n'a pas l'air très bien engagé. Malheureusement, j'ai plus l'impression ces derniers temps que notre lutte, tout du moins le travail qu'on essaie de mener sur le centre d'accueil de crise Amado, ça va être plus être une proposition de ce modèle sur le plan politique pour que peut-être aux prochaines élections ou dans les prochains mandats politiques, on réfléchisse à quelque chose de cet ordre-là comme un modèle de soins psychiatriques intéressant à réappliquer, plutôt que de la sauvegarde du centre d'accueil et de crise Amado, là, tout de suite dans l'immédiat, même si j'essaye encore de défendre cette unité. J'ai un peu l'impression que là, c'est mal barré. Je sais pas si je devrais dire ça. Non, mais je suis représentant du personnel quand même. C'est de se défendre, hein, vraiment, on essaie de se défendre encore. En fait, ils ont annulé les missions, tu vois, des intérimaires, enfin des vacataires qui étaient censés venir déjà. Nous, on nous a déjà dit d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui qu'on prenait plus d'hospitalisation. C'est vraiment, on est en train de l'appliquer, la fermeture, là, en ce moment. Moi, j'ai reçu un mail aussi de ma hiérarchie qui me disait, bon, il est temps de choisir une nouvelle unité. Et donc, même si le centre d'accueil et de crise Amado venait à malheureusement disparaître dans les semaines à venir, il ne faut pas s'arrêter de défendre le modèle de soins qu'il représente, quoi. C'est ça qui est le plus important, je pense. Parce que si on baisse complètement les bras parce qu'on perd une bataille, c'est sûr que finalement, derrière, on perdra aussi la guerre. Or là, je pense que ça peut être une bataille rude pour nous en tant que personnel et pour les patients directement du 5e, 6e et 7e arrondissement. Mais c'est pas forcément, entre guillemets, la guerre des soins humanistes et engagés qui est perdue derrière, quoi. Un des éléments le plus important, c'est de s'intéresser au sujet. Et puis après, ces prochains temps, j'ai aussi envie de dire de bien voter, quoi. C'est le pouvoir politique général, quoi, tu vois, qui influe ça, qui influe globalement la politique des soins aussi. Quand la politique, elle est macroniste, c'est pas évident d'obtenir que les soins soient moins libéraux, quoi.